Bonjour à tous, bienvenue. Le comptoir s'intitule Données synthétiques, le nouveau carburant caché des modèles d'IA. Donc on va voir on va vous expliquer un peu ce qu'est les données synthétiques et comment on va pouvoir l'utiliser pour entraîner nos modèles d'IA. Je me présente, moi c'est Louison Roger, je suis Senior ML Engineer chez Octo Technologies, dans la tribu Smart Industry. Moi, c'est André Malor, expert de données synthétiques et 3D chez Octo Technologies, de même tribu que Louison Smart Indus. Merci André. Du coup, un petit agenda, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà un petit rappel de comment marche l'IA. Ça fait jamais de mal de revoir un peu les bases. Euh, En deux, on verra donc pourquoi aujourd'hui on vous parle de données synthétiques. Ensuite, on verra comment appliquer les données synthétiques à la computer vision, qui est un sous-ensemble de use case d'intelligence artificielle. Et puis, on finira avec un Rex d'André sur le contrôle qualité dans l'aéronautique. Alors, comment ça marche l'IA? Donc, je pense que certains d'entre vous sont déjà au clair sur cette question, mais comme je le disais, ça fait pas de mal de revoir un peu les bases. Donc, avant d'avoir une IA, une intelligence artificielle, un modèle de machine learning, on va déjà se baser sur des données. Euh, il y a différents types de données. Il va y avoir les données structurées, appelées aussi les données tabulaires, donc type base de données SQL, fichiers Excel, fichiers CSV, ce genre de choses. Panda, ce genre de structure. Et on va avoir des données non structurées, comme des textes, des images, de l'audio, de la vidéo. Vous l'avez vu dernièrement, ce qui fait pas mal l'actualité, c'est tous les modèles autour de ces données non structurées, tout ce qu'on a, les LLM multimodaux, ce genre de choses. Et aujourd'hui, nous, on va principalement parler effectivement de modèles entraînés sur ces données non structurées. Donc, je vous l'ai dit, on va faire des rappels. Donc la chaîne de valeur pour aboutir à un modèle d'IA va commencer par une étape d'acquisition de données, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, de l'audio. On va devoir acquérir des données. Ensuite, ces données, il va falloir les contextualiser. Donc, on va devoir les annoter, leur apporter du contexte. À partir de là, on va pouvoir entraîner un premier modèle, donc avec une tâche spécifique, et puis tester, évaluer notre IA. Et potentiellement, si on veut optimiser la performance du modèle, on va pouvoir répéter cette boucle, enfin cet enchaînement. Donc je vous l'ai dit, ces données, il va falloir les contextualiser en lui apportant de la notation. Et pour ça, par exemple, donc il existe, donc par exemple pour les images, il existe un certain nombre d'outils d'annotation. On dit aussi de labellisation en anglais. J'imagine que vous avez entendu parler peut-être de Labelbox, Label Studio, Kili Technologies en France, et il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Et il y en a un que vous connaissez tous, c'est le fameux CAPTCHA, qui est lui aussi un outil d'annotation. On lui dit qu'il y a une voiture, un passage piéton, etc. Et donc c'est comme ça qu'on apporte du contexte à nos données non structurées. Et, euh, et finalement, cette contextualisation, cette annotation, elle pose des problèmes de qualité et de cohérence, parce que forcément, c'est différent, enfin, c'est le biais humain. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir de la subjectivité, et puis, ouais, voilà, comme je l'ai dit, du biais dans la notation. Ça demande du temps et ça coûte de l'argent. Ces plateformes ne sont pas gratuites. Il faut mobiliser en fonction du use case de la main-d'œuvre plus ou moins experte sur le sujet. On va le voir ensuite. On va vous parler de détection de défauts dans l'industrie. Et pour voir un défaut, il faut avoir une certaine expertise de qualité. Et les qualiticiens, ils sont déjà bien pris. Donc leur demander en plus de venir annoter des images, c'est coûteux pour une entreprise et le temps, on ne l'a pas forcément. Ça peut poser des problèmes d'évolutivité, de mise à jour, parce que au fur et à mesure du temps, les données peuvent évoluer selon certains critères, que ce soit de la lumière, l'environnement, ce genre de choses. Et,
Et donc, du coup, ça peut poser des questions au niveau de la notation. Des soucis de passage à l'échelle. On peut imaginer si pour maintenir un modèle au niveau de performance demandé, un modèle par exemple qui est embarqué dans les voitures autonomes, il faut avoir un certain pourcentage, même très faible, imaginons 1% d'images réannotées, réinjectées dans le modèle. Aujourd'hui, avec le nombre de voitures qu'il y a, on peut voir que ce 1% devient quelque chose de vraiment considérable. Et donc, ça demande une workforce et une problématique de passage à l'échelle d'annotation. Et puis, on peut avoir des soucis de confidentialité s'il y a des visages présents sur les images, par exemple, ou même dans du texte, s'il y a des choses qui sont de l'ordre de la donnée privée. Puis en Europe, on a la norme RGPD à laquelle il faut appliquer en fait. Donc voilà les problématiques liées à la notation. Et on va voir pourquoi les données synthétiques peuvent répondre donc en partie à ces problématiques. Alors, les données synthétiques, par définition, elles sont générées, elles sont synthétiques. Et donc, premièrement, ça va nous apporter l'accessibilité de la donnée. En fait, la donnée, vu qu'on la génère, elle va être par définition abondante. Et puis, on va pouvoir la générer par exemple, en floutant directement des visages en fait, vu qu'elle est générée, elle appartient pas spécialement à quelqu'un. C'est plus de la donnée privée. Donc, on se passe des contraintes RGPD. Aussi, il y a certains use cases, que ce soit je parle beaucoup de use case d'inspection visuelle parce que c'est on va dire, là-dessus qu'on exerce beaucoup, mais si on a des use cases d'inspection visuelle liés, par exemple, à l'industrie du nucléaire ou des plateformes pétrolières, par essence, ça va être des données ou des images très difficilement accessibles parce que l'environnement est lui-même difficilement accessible. Et donc, on va pouvoir potentiellement générer de la donnée synthétique et donc rendre accessible cette donnée. Si on a parlé de détection de défauts tout à l'heure, un défaut aussi, par définition, ça arrive très peu. Donc, on a potentiellement très peu d'images où il faut attendre longtemps pour en avoir. Là, on va pouvoir générer différents types de défauts. Et donc, rendre la donnée abondante, diversifiée, sur des situations improbables, ou voire même sur des contextes d'environnement inaccessibles. Ça va nous permettre d'accélérer l'entraînement, parce que, comme je l'ai dit, on va pouvoir des défauts, on va pouvoir en générer plein. Donc on va pouvoir équilibrer nos classes, donc aller plus vite chercher de la performance sur nos modèles de détection. On va avoir de la cohérence dans les annotations, parce qu'il n'y a plus de biais humain. On va voir par la suite une mise en pratique de comment on va générer la donnée synthétique, mais tout va être scripté, vous l'imaginez bien. Donc l'automatisation va apporter une cohérence dans l'annotation. Et puis aussi sur certains modèles, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on développe une IA, on a équilibré nos classes, on a des annotations cohérentes, et pour autant, on constate toujours un défaut du modèle sur certaines typologies de données. Et grâce à la donnée synthétique, on va pouvoir très vite corriger ces problèmes spécifiques sur de la typologie de données, parce qu'on va pouvoir regénérer de la donnée spécifique sur le biais du modèle pour le corriger. Et puis, dernier gros avantage, c'est les économies. On a potentiellement, plus besoin. On a moins besoin d'annotateurs, moins besoin de ces plateformes d'annotation, donc ça prend moins de temps et moins de coûts. On va voir par la suite, je dis moins parce qu'on va voir par la suite que on ne recommande pas non plus de remplacer complètement les données réelles par des données synthétiques. On recommande plutôt un mélange de la donnée mixte, mais on y reviendra. Donc voilà pour les avantages. Alors, des exemples d'applications de données synthétiques, donc on revient sur les données non structurées. Il y a la vision par ordinateur, je pense que j'en ai pas mal parlé, donc sur l'inspection visuelle, sur de la voiture autonome, ce genre de choses. Dans le traitement de langage naturel, aujourd'hui, on a
tous entendu parler des LLM. Donc si aujourd'hui je veux développer un chatbot spécialisé dans le service après-vente, j'ai besoin de l'entraîner sur X mille dialogues de retour client auxquels je n'ai pas forcément accès. Je peux demander par exemple à un chat GPT like de me générer des dialogues de retour, des dialogues ou des retours clients qui vont me servir d'entraînement pour mon modèle spécifique de service après-vente par exemple. Dans la reconnaissance vocale, dans l'audio, je vais pouvoir aussi soit générer des dialogues et les faire dire par un bot style Siri ou autre. Aussi, je vais pouvoir utiliser des audios existants et accélérer la vitesse, diminuer la vitesse, rajouter du bruit, rajouter des effets. Et donc là, je viens synthétiquement aussi agrandir mon dataset d'entraînement. Alors aujourd'hui, on va essentiellement parler de use case liés à la computer vision. Et donc, on va voir comment utiliser la donnée synthétique appliquée à la computer vision. Dans les domaines d'application, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, donc globalement, dans l'industrie, donc sur des applications industrielles, on va pouvoir utiliser la donnée synthétique pour générer du défaut sur l'inspection visuelle, ou même après on peut aussi imaginer des use cases plus liés au digital twin, ce genre de choses, sur tout ce qui est robotique et véhicules autonomes. Donc ici, de manière plus spécifique, un cas d'usage de détection de défauts sur des pneus, donc chez un manufacturier automobile. Donc on est parti d'images réelles de pneus. Donc il y avait déjà un setup d'acquisition d'images. On a généré des défauts. Et là, on va avoir différentes techniques pour générer des défauts. Il y a des techniques plus liées, on va dire, au design, et il y a des techniques liées plus à la GenAI. Ici, on parle de GenAI. Donc on va utiliser on a d'une part des images réelles sans défaut, et d'autre part des images de défaut qu'on a détourées. Et par exemple, si on a un nouveau design de pneu, ou si on a un pneu sur lequel on n'a jamais eu de défaut, on va pouvoir injecter ce défaut connu sur cette image de pneu sans défaut. Et donc augmenter considérablement notre dataset sur différents types de pneus, et du coup potentiellement aussi venir équilibrer nos classes, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, je dis on utilise la GenAI, c'est un cycle GAN, qui va en fait, le principe c'est j'ai une image de base, je vais la déconstruire, donc la rendre un peu floue, et entraîner mon modèle à partir d'une image floue à reconstruire l'image de base. Et en fait, une fois que le modèle sait faire ça, on va pouvoir lui donner et l'image de base et un défaut détouré. Il va déconstruire l'image de base, la reconstruire en injectant le défaut qu'on lui a donné aussi en input. Donc ça, c'est une manière de venir créer un dataset synthétique à partir d'images réelles. Ici, sur un autre use case, donc là, c'est un cas d'usage de détection de points chauds sur un fuselage de fusée dans l'aérospatial. Là, l'environnement d'acquisition, on n'y avait pas accès. Donc, on est parti de modélisation 3D. Ensuite, on a généré des défauts qui ont été générés grâce à des outils de designers. On va venir appliquer des masques, des layers sur la surface, sur le fuselage de la fusée. Ensuite, on a entraîné un modèle, et puis on a testé ce modèle sur des données réelles. Donc, vous pouvez le voir, là, c'est une portion du fuselage, d'un fuselage de fusée, sur lequel il y a eu des points chauds appliqués. On s'est amusé au chalumeau. Et puis, on voit que le modèle, il détecte quand même
vachement bien les points chauds. Et donc ça, là pour le coup, c'est un modèle qui a été complètement entraîné sur de la donnée synthétique et donc testé sur de la donnée réelle. Et on voit que ça apporte clairement de la valeur. Donc là, je vous ai parlé de deux petits rex assez rapidement et je vais laisser André rentrer plus en profondeur sur un rex contrôle qualité dans l'aéronautique. Merci Louison. Donc, je vais vous parler d'un projet qui a été un vrai défi pour nous, l'inspection visuelle des sièges. L'objectif est simple en apparence, c'est de détecter les plis sur les sièges de manière rapide, économique et fiable. Mais en réalité, c'est un problème bien plus complexe qu'il y apparaît. C'est ce que je vais vous expliquer au fil de cette présentation. Donc, on commence par les besoins. Donc, aujourd'hui, inspecter les sièges de manière manuelle pose plusieurs problèmes. Manque de diversité de données, les images capturées sont limitées par les conditions éclairage et l'environnement. Ensuite, annotation manuelle dans la slide de besoin. La première slide. Oui. Ensuite, annotation manuelle laboreuse. Ce processus prend du temps et mobilise beaucoup de ressources humaines. Ensuite, difficulté de scalabilité. Plus on va inspecter des sièges, plus cela devient compliqué. Donc, face à ces contraintes, l'objectif était clair, développer une solution mobile et autonome capable de détecter les sièges, les plis sur les sièges avec précision, que ce soit via des lunettes connectées ou un appareil portable, et qui puisse fonctionner directement dans une zone de réception. Donc, pour y parvenir, nous avons opté pour une approche innovante, l'utilisation des données synthétiques pour entraîner une intelligence artificielle. Donc, avant de plonger dans les détails techniques, posons-nous la question, pourquoi avons-nous besoin d'une telle solution? Clairement, il y a des avantages comme l'inspection est plus rapide, un coût réduit et pour une meilleure précision. Donc, en entrant en détail dans la slide suivante, on commence par la modélisation du siège en 3D. Donc, pour concrétiser cette vision, nous avons commencé par choisir un modèle de siège spécifique. Ce choix est crucial, il nous permet d'avoir une preuve de concept plus pertinente et d'assurer la qualité des résultats finaux. Dans la slide suivante, on commence par la création de l'environnement 3D. Une fois que le modèle de siège est défini, il fallait le placer dans un environnement réaliste. Pour cela, nous avons utilisé Unity, qui est un moteur de jeu, qui nous a permis de simuler notre use case, une zone d'inspection avec un maximum de fidélité. Donc, c'est-à-dire les échelles sont respectées, ça correspond plus aux dimensions réelles d'une zone. Les éclairages, les ombres sont personnalisables afin de tester la robustus de notre solution sous différentes conditions. L'idée ici était de reproduire au mieux les situations réelles d'inspection. Donc, une fois que l'environnement est prêt, on passe aux créations de défauts dans la slide suivante. Il nous fallait maintenant générer des défauts réalistes sur les sièges. Pour cela, il y a plusieurs options possibles. Une approche procédurale avec Adobe Substance ou une autre approche plus avancée en utilisant GNA. GNA, c'est un sujet qui est toujours en R&D. Donc, nous, pour ce projet, selon notre use case, nous avons opté pour Adobe Substance, qui nous a permis de créer des plis réalistes et ajouter une touche de variabilité à chaque siège simulé, qu'on verra dans la slide suivante sur l'aspect aléatoire des défauts. Donc, un seul type de pli sur un type de siège ne suffit pas. Pour que notre IA soit robuste, elle devait apprendre à détecter différentes formes et intensités de plis. Nous avons donc introduit plusieurs niveaux de randomisation, comme vous voyez dans l'image. Il y a la variation de forme. Les plis peuvent être longs, courts, plus fins ou plus épais. Ensuite, on peut jouer sur les transformations géométriques, comme l'orientation de plis, l'inclinaison ou la distorsion. Ensuite, on peut aussi jouer sur le niveau d'intensité, les plis marqués jusqu'aux plis presque invisibles. Donc, grâce à cette approche, nous avons pu créer une base de données riche et variée, essentielle pour garantir la précision de notre modèle.
Donc, dans la slide suivante, on va passer à la création de l'environnement d'acquisition. Donc, créer les plis, c'est une chose, mais encore, il faut pouvoir les analyser efficacement. Donc, nous revenons dans Unity pour générer un environnement d'acquisition qui simule les conditions réelles de capture d'image. Donc, intégration des défauts directement sur les sièges, les plis sont appliqués dynamiquement pour refléter différentes configurations possibles. Et ensuite, la phase d'automatisation de randomisation, parce que c'est essentiel. Nous avons développé des scripts qui permettent de modifier aléatoirement les caractéristiques des plis afin d'augmenter la diversité de données collectées. Et puis, simulation d'un environnement dynamique, comme éclairage, l'angle de prise de vue, l'arrière-plan. Ils sont tous constamment modifiés pour améliorer la robustesse de notre modèle d'IA. Ce processus nous permet d'avoir un contrôle précis sur l'ensemble des paramètres et garantit que notre jeu de données sera suffisamment varié et réaliste pour entraîner efficacement notre modèle. Ensuite, on passe à la phase acquisition et génération de datasets. Donc, une fois que notre environnement est prêt, nous avons pu passer à la collecte des données. Mais cette étape n'a pas été simple. Les images obtenues via l'acquisition étaient toujours pas exploitables. Il a fallu affiner les configurations. Donc, nous sommes rendus compte qu'aucune solution existante ne répondait à nos besoins spécifiques. Donc, nous avons développé notre propre solution sur mesure. Pour cela, nous avons créé un type de mask map. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, un mask map, vous pouvez l'imaginer comme une image en noir et blanc, où les blancs représentent les plis. Donc, pour chaque image donnée, il y a l'image en couleur et une image en noir et blanc. L'image en couleur, ça nous sert pour notre modèle, pour entraîner la modèle. L'image en noir et blanc, c'est pour détecter, annoter les plis. Donc, ensuite, nous avons calculé précisément les coordonnées de pixels, précisément pixels blancs, afin de tracer la notation autour des défauts, autour des plis, qui va structurer notre jeu de données. Ce travail est essentiel pour générer un dataset de qualité. Comme je disais, on a joué sur plusieurs paramètres, comme éclairage, transformation, arrière-plan, échelle, angle de caméra, encore plus. Et aussi, nous avons mis en place un outil pour visualiser les annotations qui nous a permis d'accélérer l'entraînement du modèle. Donc, dans la slide suivante, on va voir une vidéo qui va récapituler tous les processus que je viens de vous expliquer. Donc, on commence par la modélisation du siège, donc ce qu'on appelle un 3D brut, un modèle 3D brut. Au-dessus, on ajoute les textures. Les textures, vous pouvez l'imaginer comme une image appliquée sur un objet 3D. Donc, cette image peut avoir différentes formes ou différentes couleurs. Et aussi, on a joué sur les détails. Et ensuite, on incruste les défauts au-dessus. Les défauts sont incrustés au niveau du assis, au niveau de dos. Et on a simulé les conditions de lumière pour que ça soit plus réaliste avec les ombres. Et aussi, on a fait des variations. Et l'étape plus important, c'est la randomisation de défauts. Donc, la randomisation de plis, plus précisément, qui peut se faire sous un clic-bouton, ou on a aussi programmé pour qu'on puisse jouer sur les détails de chaque défaut. C'est-à-dire, comme vous voyez dans la vidéo, je peux changer l'endroit où se trouve le pli. Je peux la monter, descendre ou translater sur les axes. Ou je peux jouer sur l'intensité de normal. Je peux l'apparaître je peux la faire disparaître ou je peux la faire apparaître plus intense possible. Et l'étape finale, c'est la simulation, où on n'a qu'à lancer la simulation et attendre. Donc, comme vous voyez, c'est chaque instance donnée, on modifie la transforme d'angle de caméra ou du siège, et aussi les positions de wrinkles, pardon, des plis, qui sont entournés par des bondings, par des annotations. Et une fois que les images sont acquises, et on va pouvoir les visualiser dans un outil d'annotation. Donc,
À la fin de cette simulation, on a une base de données qui est prête pour être exploitée afin d'entraîner un modèle IA. C'est qui conclut ma présentation. Donc, Louison, il va vous expliquer nos TKB. Merci André. Donc voilà, on arrive effectivement à la fin de notre présentation sur la donnée synthétique. Voici les différents messages qu'on voulait vous faire passer. Donc déjà, la donnée synthétique permet d'automatiser le travail d'annotation, ça je pense que vous l'avez compris. Donc ça réduit les biais humains, ça réduit le travail manuel et ça réduit aussi la sollicitation d'acteurs spécialisés type qualiticien. Et puis, ça permet d'apporter de la cohérence dans la notation aussi. La donnée synthétique, ça va rendre la donnée accessible. Donc, on l'a vu sur les cas d'usage présentés, c'est de la donnée qui n'est pas toujours accessible parce que parfois, dans un environnement d'acquisition inaccessible, hein, comme typiquement avoir accès à une fusée, avoir accès à une plateforme pétrolière, nucléaire, ça c'est pas forcément évident. Ou bien tout simplement parce qu'on n'a pas de dispositif d'acquisition encore installé, comme on a pu le voir sur l'use case des sièges d'avion. Et donc la donnée synthétique peut rendre accessible la donnée. Alors il ne faut pas oublier que c'est que pour générer de la donnée synthétique, on utilise du coup des scripts pour générer par exemple les défauts, générer les plis. Et donc ça doit s'intégrer dans notre boucle de ML. C'est-à-dire qu'avant, avec la donnée classique, pour produire un modèle, il suffit, entre guillemets, de jouer avec les paramètres d'entraînement du modèle. Là, maintenant, on va avoir des nouveaux paramètres sur lesquels on peut jouer. C'est les paramètres du script de génération de défauts. Donc ça va apporter de la complexité, mais ça va aussi potentiellement apporter plus rapidement de la performance. Alors, comme on l'a dit, la donnée synthétique ne vise pas à remplacer complètement la donnée réelle, déjà parce que même si on entraîne complètement sur la donnée synthétique, comme on a pu voir sur le use case avec la fusée, on va venir tester, évaluer notre modèle sur la donnée réelle. Et puis, on recommande un entraînement, si on a le choix, en tout cas si on a la possibilité, on recommande un entraînement mixte combinant les données synthétiques et données réelles, avec un ratio d'à peu près 10-15% de données réelles. Et puis la donnée synthétique, c'est un levier d'innovation. Ça permet de venir chercher de la valeur en amont, quand on n'a encore une fois pas encore forcément les dispositifs d'acquisition. Ça permet d'orienter des choix R&D, pardon. Et puis ça peut aussi éviter certains coûts de prototypage. Donc voilà pour la donnée synthétique. Donc avant de répondre à vos questions, on voulait faire un petit point sur les actus d'Octo. Donc il y a je pense que vous en avez entendu parler, mais il y a la grosse conf le 18 mars au Parc Floral de Paris, avec deux thématiques, la GenAI et les plateformes data et IA. Il y a une nouvelle publication d'un livre blanc, Culture, Data et Industrie, donc le deuxième volume. Il y a une formation qui vient de sortir aussi de sensibilisation à l'IA générative et à ses enjeux. Et puis il y a un nouveau comptoir, donc je pense que c'est la semaine prochaine, le 13 février. GenAI, comment délivrer aujourd'hui tout en construisant pour demain. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir assisté à ce comptoir. Et on vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.